Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition assez spéciale appelée Les Repères. Cet après-midi, nous recevons sur notre plateau d'échange une brave dame qui a décidé de laisser un travail assez important, travailler aux Nations Unies, à la Banque mondiale. Je crois très bien, c'est pas donné à tout le monde, mais laisser ce travail pour pouvoir se concentrer à l'éducation, se concentrer à l'art, c'est pas donné. Donc ce soir, brave dame, grande dame, repère de l'Afrique, comment on peut véritablement rechercher votre profil? Je salue d'abord vos spectateurs. Oui. Je suis Rokhaya Ndiaye et je suis donc la créatrice de la marque de poupées Takodol. Oui. Et un petit rectificatif. J'ai pas travaillé aux Nations Unies, mais j'ai travaillé dans des projets de la Banque mondiale au Sénégal. Et nous avons été les précurseurs des mutuelles de santé. Et Oui. nous avons beaucoup contribué aussi au lancement des mutuelles de crédit et d'épargne, mais surtout des mutuelles de santé. J'en suis vraiment fière. À travers tout le Sénégal, nous avons contribué à la mise en place de ces mutuelles de santé-là. Et après, j'ai dû quitter mon boulot pour venir en France. L'idée, c'était vraiment de venir faire une thèse de doctorat en sciences de l'éducation. Et comme l'appétit vient en mangeant, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai fait de la psychologie interculturelle, j'ai fait de la gestion d'entreprise à HEC, Subdeco, etc. J'ai fait aussi un master 2 qui m'a beaucoup plu et finalement c'est ça qui va être le fil rouge de ma carrière, c'est la psychologie interculturelle. Et à partir de là, j'ai essayé de me spécialiser dans tout ce qui est communication interculturelle. Et c'est un gros mot peut-être qui ne parle pas beaucoup, mais par exemple, ça peut être un mariage mixte où on pourra aider les deux conjoints à mieux s'entendre. Ça peut être, par exemple, un chef d'État qui communique avec une culture qui n'est pas la nôtre. Quelles sont les astuces, quels sont les codes, les filtres, comment l'aider à mieux comprendre, à mieux se comprendre avec l'autre. Un exemple que peut-être certains Français reconnaîtront, les gens disaient que celui qui a été avant Macron, François Hollande, a vendu le plus de missiles en France que tous les autres présidents, mais c'est normal. J'ai lu quelque part dans notre association de psychologues interculturels que lui, avant ses voyages, il consultait toujours les psychologues interculturels pour qu'ils l'aident à mieux communiquer, à mieux convaincre l'autre. Donc, dans mon cabinet, c'est ce que je faisais. Et je faisais aussi de l'accompagnement donc des entreprises à l'expatriation. C'est beaucoup de choses, mais si vous regardez bien le fond, tout s'imbrique en fait. C'est le fait d'avoir été enseignante, d'avoir fait un doctorat en sciences de l'éducation qui m'a permis de pouvoir, je pense, à la base, mettre en place ce cabinet de consultance. Et la communication interculturelle, c'est à partir de mon master 2 en psychologie interculturelle que j'ai pu vraiment avoir les bons codes pour pouvoir faire ce métier-là. Mais moi, mon tout se rapporte à l'Afrique. Donc, j'ai choisi par rapport à ma formation en entrepreneuriat d'accompagner l'expatriation des entreprises à l'international. Aujourd'hui, je serais capable de dire, par exemple, à un tailleur, un couturier, ton wax que tu choisis ne sera pas du goût des Occidentaux. Ou ne sera non, pas on va toucher ce côté. Voilà. On va toucher ce côté. C'est ça, grosso modo, le métier pour que les gens puissent le comprendre. Ouais. Mais de fil en aiguille, ça conduit à d'autres appétences, dont les poupées, sur lesquelles aujourd'hui, qui est l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans les poupées, parce que vous avez tellement un long parcours dans le commun des mortels, ou sinon en Afrique, on dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais vous avez décidé de sortir de la cuisine pour être beaucoup à l'école.
Vous vous êtes révolté contre les cultures africaines? Du tout. Si vous cherchez quelqu'un qui est en plan et qui est fier de sa culture africaine, ne cherchez pas loin, c'est moi. En tout cas, moi, je suis fière d'être africaine dans l'ensemble. Mais avant d'être africaine, d'être une Sénégalaise, d'être une Lébou et d'être une Peul de mer et Lébou de mer. Lébou, c'est une partie de l'ethnie Wolof. Et d'une manière générale, je m'identifie comme africaine. C'est-à-dire, je ne suis pas sortie de la cuisine. C'est ma passion, la cuisine. Quand je finis le travail ou quand je suis dans un tourbillon pas possible, ma seule et unique manière de couper avec le monde, moi, c'est la cuisine. Dès que j'arrive chez moi, j'ai une seule passion, c'est entrer dans ma cuisine. Et c'est là où mes idées fusent. Si je veux réfléchir, soit je suis en Afrique, soit je suis dans ma cuisine. C'est ma source d'inspiration. Je veux juste, par rapport à cette question, faire une précision de taille. On peut être intellectuel et de grand niveau, tout en restant une femme, avec un grand F, tout en restant un homme, avec un grand H, tout en restant une mère de famille. Et c'est hyper important. Je ne parle pas d'épouse. Moi, je suis africaniste et je le revendique. Je suis féministe et je le revendique au plus haut niveau. Mais je suis féministe à ma manière. Pourquoi je dis que je suis féministe à ma manière? Ma base est la culture et restera toujours ma culture. Je ne serai absolument rien, je ne me retrouverai pas sans mon ancrage culturel. Et mon ancrage culturel me dicte certaines choses que je ne peux pas réinventer. L'histoire, on ne la réinvente pas. Donc, je suis fière de qui je suis, comment je mène ma vie. Je m'identifie comme une intellectuelle parce que j'ai une tête, je réfléchis, je crée, j'aide, j'accompagne. Donc, je suis une intellectuelle. J'écris, je fais tout ce que ceux qui se disent intellectuels font. Parce qu'on peut être même intellectuel en apprenant d'autres langues. Hein. Le Coran, par exemple, c'est l'arabe, tout simplement. Donc, voilà. Je suis intellectuelle, mais je suis enracinée dans ma culture. Je le revendique. Puisque vous avez fait beaucoup de sociologie et que vous avez beaucoup de diplômes, je n'aimerais pas passer sans toutefois poser cette question. Vous avez tellement fait l'école. Est-ce que votre niveau intellectuel, votre bagage en termes de diplôme, est-ce que vous avez facilement dans votre jeunesse trouvé l'amour avec ça? Est-ce que les hommes réussissent à vous supporter? C'est une question très importante pour les jeunes filles. Habituellement, on dit que les hommes ont peur des femmes qui ont trop fait l'école. Je confirme. Vous qui avez l'expérience de ça. Je confirme ce que vous dites. Et malheureusement, c'est une mauvaise appréhension de la femme qui a fait l'école. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont même pas été à l'école. Mais croyez-moi, si des parvenus dans ce sens-là, on pouvait en parler, je dirais qu'il y a des parvenus de l'amour. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été semi-alphabétisés, mais c'est les plus durs en général à gérer. Nous, les femmes intellectuelles, en tout cas ceux qui se disent lucides et qui savent qui ils sont, d'où ils viennent, c'est quoi leur vie, on est même beaucoup plus compréhensives. Malheureusement, c'est des a priori que les hommes ont en général de nous, les femmes qui se disent intellectuelles. Je ne parle pas des semi-intellectuels qui sont complètement déracinés. Et malheureusement, c'est le cas. Mais si tu vas chez les intellectuels qui ont la tête sur les épaules, crois-moi, elles sont beaucoup plus faciles à vivre que les autres. Mais malheureusement, on est victime de notre soi-disant statut d'intellectuel. Ok. Après plusieurs années sur les bancs, vous décidez de vous concentrer dans l'art. Enseigner, transmettre des informations, transmettre l'éducation avec l'art. Est-ce que vendre les poupées, vous ne vous trouvez pas égaré? Est-ce que vous n'avez pas perdu le temps à l'école? Qu'est-ce qui vous a poussé véritablement à ça? Comment vous êtes arrivé là?
Je vous assure que c'est un long parcours, mais je vais vraiment prendre le raccourci. Vous savez, l'art, c'est quelque chose avec lequel on est. Il est dans notre sang. Moi, je sais que, même si je me définis intellectuelle, je suis une femme d'art. Je suis dans mes, comment dire, dans mes pensées. Moi, si je ne crée rien, c'est comme si je me sentais inutile. Moi, si je ne réfléchis pas, je ne serai pas moi. Moi, j'aime bien être dans mes délires, créer mes choses, essayer de voir comment aller de l'avant. Je ne suis pas, par exemple, du genre à faire un constat et de rester sur ce constat. Je suis du genre à aller toujours au-delà de mon constat. Je sais pas moi, j'ai échoué quelque chose, oui, je prends acte de cet échec et je cherche les solutions. Mais jamais je ne resterai sur le pourquoi du comment. Non. Moi, je cherche automatiquement des solutions. Et quelqu'un qui fonctionne comme ça, à mon avis, c'est un artiste. Il faut qu'on le lui reconnaisse parce que moi, je suis toujours dans mes pensées. Croyez-moi, je ne suis pas égarée. Et vous soulevez une autre question qui est hyper importante entre la différence de faire ce qu'on fait pour vivre et de faire ce qu'on fait pour s'épanouir. Oui, oui. Aujourd'hui, je suis à un stade où, de 1500 € journaliers, je gagne peut-être des fois des journées à 0 €. Mais je suis dans ce que j'aime faire. Dans cette boutique que j'ai créée où on ne vend que de l'artisanat africain et un parti pris, c'est les poupées noires, on y reviendra. Oui. Je peux y être 7 jours sur 7. Je peux y être avec mes poupées, à coiffer, etc. Un client peut me retenir ici pour des essayages, pour créer un modèle, etc., etc. Et je ne compte pas l'heure, je ne vois même pas le temps passer. Et c'est à partir de ce moment qu'on sent qu'on est dans ce qu'on aime faire. Ce n'est plus ce qu'on nous impose, non. Ou ce qu'on fait pour gagner des sous, non. Je gagne absolument rien dans ce que je fais par rapport à comment je vivais avant. Au contraire, niveau de vie, ça a baissé, mais peut-être niveau intellectuel, la seule chose que dont je me plains, c'est d'être enfermé entre 4 murs. J'aimerais bien faire le tour du monde et découvrir d'autres choses que ce que je fais peut-être. Mais sur le plan affectif, j'adore ce que je fais. Très intéressant. Je vais vous inviter à prendre une poupée. Ah, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, juste après le duo, je vais lancer notre nouvelle collection de robes de poupées pour ces fêtes de Noël. Ça, par exemple, c'était un petit clin d'œil. J'ai même montré celui-là et celle-là, elle est plus expressive. Vous voyez, celle-là, c'est juste un petit clin d'œil aux Antilles. Ouais. Ça, c'est le tissu entier, quoi. Voilà, beaucoup. Pas entièrement parce que c'est que du rouge et blanc. Eux, c'est un peu plus coloré. Mais ils aiment beaucoup, eux, les poupées carrément noires, sombres comme ça. Donc, moi, dans ma logique, c'était vraiment un petit hommage, un clin d'œil aux Antilles. Et après, je retourne dans ce sur quoi les gens me connaissent, c'est des poupées, toujours noires ou marron clair. Pourquoi marron clair? Parce que je ne vends pas que des poupées noires, je vends des poupées qui nous ressemblent, qui révèlent l'identité de l'enfant. Il y a nuance. Il y a des enfants qui sont métis à l'heure de la mondialisation. Il y a des enfants qui sont marrons de peau. Vous, par exemple, je suis sûre que vos enfants, peut-être, elles auront ce teint-là. Ça sert à rien de les choquer en leur offrant une poupée toute noire. C'est dans ça qu'elles vont plus se retrouver. Donc, voilà nos poupées. Et on en a pour tous les goûts. On va rester avec notre poupée. Je vais poser la question, c'est quoi une poupée pour vous? C'est une question profonde. On parle beaucoup de poupées, c'est quoi une poupée pour vous? C'est beaucoup plus qu'un jouet. Ouais. Je pense que la première pensée qui vient à l'esprit quand on dit qu'est-ce que c'est qu'une poupée, c'est un jouet. Mais sachez qu'un objet avec lequel votre enfant se réveille, dort des fois avec,
mangent avec. Il y a des enfants qui sont attachés à tel point à leur poupée, à leur jouet, c'est leur compagnon de tous les jours. Du coup, faites de sorte que ce compagnon-là apporte quelque chose à votre enfant. Déjà, nous, ce que nous proposons, c'est des poupées qui ressemblent à vos enfants. C'est des objets identitaires, si vous voulez. Des objets qui permettent à l'enfant de mieux s'identifier, de se projeter à travers sa poupée. D'où l'importance de bien choisir la poupée de l'enfant. Moi, et peut-être plein d'autres personnes, depuis la naissance, j'ai joué avec des poupées. Mais c'était des poupées blanches, toutes fines, avec des cheveux longs, lisses, avec des yeux même bleus parfois. Et du coup, j'avais tendance à m'identifier à ces poupées quand j'étais plus enfant. J'idolâtrais, comment elle s'appelle encore, l'épouse de Johnny qui est décédée, la blonde là, je la trouvais jolie. Parce que pour moi, c'était comme mes poupées, elle ressemblait à mes poupées. Imaginez-vous votre enfant aujourd'hui à la place de cette poupée qu'on m'avait offert, de ces poupées, parce que j'en avais au moins une bonne, je pense, une bonne dizaine, qu'on m'offrait à ma naissance, quand j'étais ado, comme ça, une poupée comme ça. Oui. Peut-être que ça aurait une autre influence. Heureusement que derrière, j'ai une maman qui tenait quand même à un certain point d'orgue sur l'africanité, de nous parler tout le temps de qui nous sommes. Elle est très traditionnelle, elle nous parlait souvent de nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., etc. D'où vous venez, on avait du mal à comprendre. Mais je pense que si elle avait ajouté juste une poupée noire, ça serait beaucoup plus facile pour elle de nous expliquer certaines choses. Et ça, c'est un autre point sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne peut-être. Parler de ses enfants. Parler à ses enfants. Pensez-vous qu'aujourd'hui en Afrique, parce qu'on voit beaucoup de jeunes filles mettre les greffes brésiliennes, tous ces trucs-là, et beaucoup de femmes rentrent dans la dépigmentation, pensez-vous que c'est parce que les parents ont offert des poupées de couleur, par exemple blanche, à leurs enfants, que ces enfants ont été affectés et qui décident cette modification, ou sinon est-ce que les poupées blanches affectent les comportements des enfants? Mais bien sûr que oui, les poupées noires influent sur le mindset des enfants. Et ce mindset-là est très important d'y penser, de voir comment façonner, modeler le mindset de notre enfant dès la naissance. Vous avez vu le documentaire qui nous montre des enfants noirs qui disent qu'elles ont même peur des poupées noires. Oui. Pour moi, à mon avis, c'est un formatage. Un formatage dans deux sens. Un enfant à qui tu fais dire qu'elle a peur des poupées noires, c'est une autre manière de vendre ces poupées, déjà. Oui. Mais aussi, c'est une autre manière de formater l'esprit de cet enfant. Moi, je le refuse. Et je pense que ça a été une des raisons vraiment, parce que ça, je le fais depuis 2016, mais je ne l'avais jamais poussé à ce point. Quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit, voilà une occasion de bien, en tout cas, mettre l'accent sur ces poupées, encourager les parents, parce qu'on ne peut pas les obliger, à penser plus poupée noire que poupée blanche, pour qu'on n'ait plus à vivre cette expérience d'enfants qui disent qu'elles ont peur des poupées blanches. Moi, dans ma famille paternelle, par exemple, j'ai des frères qui sont 2 fois plus clairs que moi. J'ai une sœur, une petite sœur, elle est 2 fois plus claire que moi, mais ma grand-mère paternelle est encore beaucoup plus claire que moi. Mais tout ça, moi, mon histoire est assez compliquée. Voyez, Mémé, j'ai ce qu'on appelle le syndrome Mépier qui est qui était très marqué après un traitement. Et j'ai dû batailler très fort pour même avoir ça, en arriver à ça. Mais la dépigmentation est un choix. Mais un choix qui a un fondement. Je ne condamne pas, je ne juge pas ceux qui sont dans cette dépigmentation. Peut-être c'est leur manière de retrouver leur confiance en soi. Mais en tout cas, restez avec son thème. Vous ne condamnez pas, vous ne jugez pas, mais je vais poser une autre question, vous encouragez? Non, du tout.
Je n'encourage pas. Je ne juge pas parce que j'ai pas le droit de juger. Je ne condamne pas parce que je ne me sens pas assez puissante pour le faire. Mais si vous êtes attaché aux poupées et vous amenez déjà, vous savez que les poupées, on utilise ça pour modifier le mindset, pour modifier les mentalités. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vendre des poupées totalement africaines. C'est un combat. Hein? Vous venez vraiment à l'essentiel. Moi, c'est ma contestation positive. Je l'appelle ma contestation positive, ma réponse positive. Oui. Aujourd'hui, en proposant une poupée noire, de surcroît, ça c'est malgache, hein? Ça n'a rien aussi d'européen. C'est des femmes malgaches, une coopérative de femmes malgaches qui nous font nos poupées, nos robes en coton. Les robes en wax sont faites au Sénégal aussi par des femmes sénégalaises. Aujourd'hui, en proposant des poupées qui ressemblent à nos enfants, moi je suis dans la contestation positive. Oui. C'est une manière de dire au moment, pensez à formater autrement les codes de beauté de vos enfants. Pensez à semer la bonne graine, qui est d'offrir à vos enfants des poupées noires, des poupées qui leur ressemblent. Vous avez un enfant métis, offrez-lui une poupée qui a des cheveux crépus. Personne ne pourra jouer sur son mindset à l'école pour le réduire à néant. Et j'ai été réconfortée dans mon état d'esprit, dans ma pensée, par l'expérience que j'ai vécue avec ma propre nièce. Sa maman est blanche, son père est beaucoup plus sombre, vraiment un vrai Sénégalais. Résultat, l'enfant, il est clair de peau, mais elle a des cheveux vraiment typés. Elle a vraiment des cheveux, je ne dirais pas carrément crépus parce qu'ils sont aussi longs. Mais cet enfant qui vivait dans le nord de la France a eu d'énormes soucis pour s'imposer à son école. Et pourtant, sa maman enseignait là-bas. Mais elle disait que ses amis n'arrêtaient pas de lui faire des reproches. Badienne, c'est la sœur à papa. Badienne, je ne comprends pas pourquoi tous, ils touchent mes cheveux et ils me disent que mes cheveux ne sont pas comme leurs cheveux. Mais moi, j'arrivais à trouver les bons mots pour lui expliquer le pourquoi du comment sans pour autant, la frustrer ou autre chose. Oui. Et à force, à ma grande surprise, c'est elle qui a pris sa vie en main. Hein. C'est pas sa maman qui l'a aidée. Au contraire, elle arrivait à tenir tête à ses amis dans le nord. Je dis bien dans le nord de la France. Là-bas, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est Le Pen qui gagne à 100% le village, quoi. Voilà. Elle arrivait à tenir tête à ses amis et à leur dire que oui, mais moi je suis africaine. Et après tout, je suis sénégalaise. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Moi, mes cheveux ne peuvent pas être comme vos cheveux. Mais mes cheveux sont belles, sont beaux, etc., etc., etc. Ce dont je vous parle, c'était dans les années... je pense qu'elle est née en 2008. Si j'avais ces poupées à lui offrir, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de lui expliquer le pourquoi de ses cheveux. Et croyez-moi, les parents n'osent pas en parler toujours, mais les enfants vivent les mêmes frustrations dans les écoles, dans leurs lieux de vie. Mais dans mes lives, j'invite toujours les parents à en discuter, à échanger autour de ces sujets, mais il y a très peu qui répondent. J'ai comme l'impression qu'ils n'osent même pas révéler ce que leurs enfants vivent dans les écoles jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe. Et là, maintenant, ils osent sortir de leur zone d'ombre. Non, c'est maintenant qu'il faut en parler. C'est maintenant qu'il faut aller voir des spécialistes. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre pour aider l'enfant à vivre ses cheveux crépus, à vivre sa noirceur de peau qui est magnifique. Mais pour cela, il y a tout un travail, un cheminement à faire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de penser aux poupées qui parlent les langues maternelles? Moi, en tant que psychologue, psychopédagogue, honnêtement, je suis toujours dans la réflexion. Je vous fais un dessin, vous allez vite comprendre. Un robot, il va te dire toujours bonjour, nangadef. Je sais pas moi, en lingala, je connais pas les autres. Beauté, etc. Mais juste un seul mot. Dites-moi quel est l'impact de ce seul mot-là sur le développement
le développement psychique de l'enfant. C'est quoi l'impact? À la limite, ça devient une répétition. Tous les jours, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça peut apporter à votre enfant? Bon, on reste pas sur Et des... ça coûte au moins 25 € de plus. Oui. Et non, un parent qui a du mal à payer une poupée à 65 €, je vois ici dans la boutique, un parent qui est là avec sa fille, qui pleure jusqu'à tomber par terre, elle peut même pas payer une poupée à 55 €. J'ai créé des prix beaucoup moins chers que ceux de mes concurrents, juste par ce que je vois. Aujourd'hui, mon envie serait de pouvoir implanter une unité de production dans mon pays et de pouvoir vendre au tiers des prix que je pratique aujourd'hui pour que tous les enfants puissent avoir des poupées noires. C'est mon rêve et je pense que ça va se réaliser un jour. Est-ce que si j'ajoute 25 € de plus pour juste l'enfant puisse dire Mbote ou Nangadef, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, non. En tant que pédagogue, je ne trouve pas que c'est important à ce point. Ça peut sembler ne pas être important lorsque l'enfant se retrouve dans un environnement où on parle ses langues maternelles. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de parents africains, surtout qui sont en Europe, commencent à oublier à parler leur langue maternelle et je pense que dans votre combat de pouvoir garder les cultures africaines, il faudrait quelque chose qui peut au moins stimuler cette envie que l'enfant pose au moins des questions à ses parents. Que l'enfant ait cette robe en wax qui n'a rien d'un tissu africain, pour ne pas le choquer, on le met quand même dans un style européen, dans un beau truc que l'enfant puisse apprécier. Parce que ça sert à rien aussi de choquer l'enfant, hein. Il faut faire petit à petit, step by step, pour que l'enfant puisse adhérer à là où vous voulez l'amener. Vous ne pensez pas que ça, c'est un petit clin d'œil pour que l'enfant puisse se poser des questions? Si vous allez dans notre site, et j'en parle souvent. Oui, je voulais même vous demander de parler un peu de votre boutique parce que il y a des gens qui posaient déjà des questions ici. Où se trouve la boutique? Où est-ce qu'on peut trouver les poupées? Donc, je vous demande véritablement d'essayer d'approfondir légèrement dessus. La boutique, on a une boutique physique à Paris dans le 19e arrondissement, au 18 rue de Périgueux, c'est à la porte de Pantin. Retenez juste porte de Pantin. Et mon numéro de téléphone, vous l'aurez et vous pouvez aller aussi sur ma page Tacodol. C'est ça la bonne question. C'est quoi Tacodol? Déjà rien que Tacodol, Taco, c'est le nom de ma mère. C'est un nom Peul Alpulaar. Les Peuls connaissent bien. Taco. C'est pas anodin. J'aurais dû, j'en sais rien moi, trouver un nom beaucoup plus occidentalisé. Mais je me suis dit, j'aurais raté vraiment mon objectif. 1. 2. Si vous allez sur notre site tacodol.shop, pas .com, mais .shop, tacodol.shop, vous trouverez presque les noms de toutes les reines africaines. En tout cas, tout ce que je connais. Des noms de princesses. Et c'est pas anodin. Un enfant à qui vous offrez une poupée et vous lui dites, en tout cas, votre poupée, on l'a nommée Ndjembat Mbodj, reine Ndjembat Mbodj. Vous dites, mais maman, c'est trop dur à dire, c'est quoi? Mais c'est le nom d'une reine, tu ne veux pas être une reine. Je sais pas moi, la reine Leila du Maroc, on lui a donné un nom. C'est quoi une princesse, maman? Une princesse, mais toi, tu es une princesse. C'est-à-dire, il faut savoir mettre à chaque fois, au lieu de dire, toi, tu demandes trop, il faut s'efforcer de trouver les mots justes, les mots qu'il faut pour répondre aux questionnements de vos enfants. Trouvez des noms originaux à vos enfants, des noms qui ont du sens à vos enfants, des noms positifs à vos enfants. Je vous assure que le formatage, le reformatage, parce qu'on a déjà formaté l'idéologie de nos enfants, le reformatage, la déconstruction de ce formatage-là commencera par ça, donner à nos enfants des noms positifs, des noms qui évoquent quelque chose, qui ont du sens, ça commence par là. Moi, j'ai un nom arabe. Je n'ai rien contre ça. Je ne vais pas aller jusqu'à changer aujourd'hui mon prénom. Je vois des africanistes qui le font, mais pour moi,
Ça n'engage que moi, ça n'a pas du sens. Je m'appelle Rokhaya et je suis fière d'être Rokhaya. On le retrouve dans toutes les cultures africaines, c'est juste les prononciations qui changent d'une culture à une autre. Ok. J'aimerais savoir, vous avez ouvert la boutique en quelle année? On va aller en même temps, hein? Vous avez ouvert la boutique en quelle année en France? Et quelles sont les catégories de personnes qui sont majoritairement vos clients? Les Blancs, les Africains, les Antillais, et qui sont véritablement vos clients? La boutique J'ai du style est ouverte en plein crise de Covid en 2020 plutôt, Oui. en pleine crise de Covid. Et donc avant j'étais consultante, je faisais quelques boutiques éphémères avec les articles d'artisans que j'avais aidés ou accompagnés, ou d'autres que j'ai même pas accompagnés, dont je suis juste fan de ce qu'ils font, dans des boutiques éphémères à travers Paris, et ça marchait de tonnerre de Dieu. Donc quand il y a eu le Covid, j'ai participé à la confection des masques de Paris, et c'était pas anodin aussi. J'ai une association qui aide les migrants dans leur processus d'intégration, mais par l'emploi. Oui. Donc, c'est ces migrants-là qui avaient les compétences qu'il faut pour coudre, qu'on avait pris dans le projet, et ils ont participé à la confection des masques de Paris durant le Covid. Ça a été vraiment des actions utiles. Et à la suite de ça, j'ai dit, écoutez, au lieu de faire des boutiques éphémères de gauche à droite, on met en place une boutique et ça nous permettra de travailler avec plus de comment ça, on appelle ça, plus d'artisans. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que la boutique est partie en 2020. Aujourd'hui, on vient de fêter nos 4 ans. Et durant tout le temps que je faisais mes boutiques éphémères, j'avais mes poupées. Donc, c'était pas développé à ce niveau-là. Et là, dans la boutique, je leur donne vraiment une place particulière parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bon, ok, on continue avec la question. Les clients majoritaires, c'est quelle couche sociale? Africains, antillais ou européens? Les statistiques. Les statistiques, croyez-moi, j'ai beaucoup d'antillais, par exemple. Oui. J'ai des Africains, j'ai tout, j'ai les trois. C'est juste au niveau des habitudes d'achat, de la manière d'acheter qui diffère. Oui. Les Africains, ils sont là, mais voilà, avec très peu de solidarité. Disons-le comme ça. C'est pas que j'ai zappé la question. Je voulais juste pas y répondre parce que je veux pas frustrer plus d'un. Mais en général, ceux qui achètent, même, c'est plus les Occidentaux, hein, c'est ceux qui payent et les Antillais. Et c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Sans nos frères africains, nous ne sommes rien. Non. Mais le problème, c'est que, est-ce que tout le monde le comprend de cette manière-là? Est-ce que tout le monde nous prend au sérieux de cette manière? Est-ce que la solidarité africaine dont on parle, on le met en œuvre ou on en parle juste comme un leitmotiv? C'est ça la bonne question. Je vais poser une autre question. Est-ce que vous pensez que les Africains comprennent la communication derrière l'art? Ça m'étonnerait parce que c'est quelque chose qu'ils ont tous dans le sang. C'est quelque chose qui est énorme, qui est la base de l'art des autres. Aujourd'hui, de plus en plus, on montre que les grandes marques, par exemple françaises, presque tous tant qu'ils sont, leur logo, leur signe, je sais pas moi, les graphiques qu'ils utilisent viennent de l'Afrique. Presque tous des Maasai, du Cameroun, d'ici, de là. Mais nous, les Africains, que faisons-nous de cet art? Et le pire, c'est que les Chinois s'y mêlent aujourd'hui. Ils prennent tout ce que nous avons et ils l'exploitent. Tout ce que nous avons, que ce soit les bijoux qui sont vraiment notre culture, notre base de culture. Si vous allez au Ghana, la majeure partie des bijoux en bronze que je vends viennent du Ghana et c'est des symboles, Akan, etc. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de se l'approprier. Un Africain qui vient dans ma boutique, il va préférer, au lieu d'acheter une bague à 30 € ou 35 €,
aller acheter un ensemble chinois à 25 € qui imite ce que nous faisons, mais qui n'aura jamais la même valeur. C'est ça l'exemple le plus... Pour vous dire que l'Africain ne croit pas en son art, ne croit pas en lui. Alors que les autres nations, prenez l'exemple des Chinois, on a l'habitude de prendre l'exemple des Juifs, mais c'est trop loin. Prenez l'exemple des Pakistanais qui sont les derniers à arriver en France. Ils se développent. Pourquoi? Parce qu'entre eux, ils travaillent. Mais nous, les Africains, nous aimons bien parler de solidarité. Nous aimons bien parler de patriotisme, panafricanisme, tout ce que vous voulez. Mais le mieux, c'est de le mettre en pratique, à mon avis. Vous avez beaucoup travaillé pour pouvoir garder votre identité culturelle, pour pouvoir garder votre culture. Exactement. Malgré que vous avez fait beaucoup d'écoles, est-ce que vous ne pensez pas que l'école conventionnelle, le système éducatif apporté en Afrique est ce qui nous fait véritablement fuir notre culture? Est-ce que le lavage du cerveau n'est pas approfondi derrière l'école, derrière les télévisions? Vous savez, l'être humain a 3 niveaux d'éducation. L'éducation que vous donnent vos parents quand vous êtes gamin, quand vous êtes enfant, et l'éducation que vous-même, à partir de 18 ans, 20 ans, que vous commencez à aller à l'université, c'est comme une couche que vous rajoutez dessus ou bien vous remettez en cause plein de choses. Oui. Et après maintenant, l'éducation que vous aurez à un certain âge, parce que vous commencez à vous positionner par rapport à des idéologies, par rapport à des mouvements, etc., etc. Vous voyez, est-ce que vous faites bien la différence entre les 3 strates d'éducation? Moi, mon cerveau est déjà allumé. Peut-être il y a des cerveaux qu'on essaye d'allumer en bas. Voilà. C'est tellement important de faire la distinction entre ça. Aujourd'hui, là, je suis sûre que quand vous étiez gamin à 15 ans, même pas 15 ans, 10 ans, etc., vous racontez avec beaucoup de nostalgie comment vos parents vous ont éduqué. Oui. Mais est-ce que c'est ce que vous vivez jusqu'à présent ou c'est comme ça, avec ces codes-là, que vous allez éduquer vos enfants? Il y en a? Pas totalement. Exactement. Vous voyez? Est-ce que depuis que vous commencez à développer vous-même votre mindset, à l'orienter dans d'autres croyances, comme par exemple, là, j'ai compris que vous êtes en plein vous dans le développement de l'Afrique. Quand vous me dites que vous croyez au développement de l'Afrique, je vous dirais yes. Parce que vous faites au moins des pas pour que ça se réalise. Est-ce que vous avez le même mindset que quand vous avez 21 ans? Non. C'est ça. C'est ça les 3 strates d'éducation. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais moi, j'essaye de comprendre d'autres personnes qui n'évoluent pas véritablement avec votre sens d'analyse. Parce qu'aujourd'hui, la télévision est là. Les séries télévisées, ça lave le cerveau. Les religions, ça lave le cerveau. Je pense aussi, hein, si vous êtes d'accord avec moi, les religions, ça lave le cerveau. L'école, ça lave le cerveau. Comment est-ce que le jeune Africain qui se bat aujourd'hui, le jeune parent que vous voulez encourager aujourd'hui à pouvoir prendre les choses en main, à pouvoir se réveiller, à commencer à éduquer l'enfant avec les poupées, rien que commencer avec la poupée, comment est-ce que vous battez, comment est-ce que vous pensez installer des nouveaux logiciels pour pouvoir enlever tous ces virus qui ont été installés dans les têtes des Africains? Je vous ai vu véritablement quand j'ai parlé des acheteurs, vous avez vraiment été dérangé, mais je comprends qu'il y a des logiciels installés. Comment vous faites pour pouvoir désinstaller ces logiciels dans le cerveau, en dehors des poupées, parce que quand même, vous êtes social. Moi, comme je vous ai dit, à mon âge, la soixantaine, hein, Oui. Mon plaisir qui me reste dans ma vie, c'est de transmettre. Oui. D'aider dans le bon sens. Et quand je dis le bon sens, d'une manière concrète. C'est de donner de mon temps. C'est pas de l'argent. L'argent n'aide à rien. C'est juste factuel, c'est juste ponctuel. Ce qui aide vraiment la personne, c'est la déconstruction de certaines idées négatives, de certaines idées nuisibles,
de certaines idées non illuminées et de l'aider, en tout cas, vers la lumière, à avoir peut-être une vision beaucoup plus clarifiée, beaucoup plus avertie de la vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je compte contribuer, comment dire, je vais pas dire au formatage des mindsets, si je peux m'exprimer comme ça. C'est à travers les poupées, c'est à travers un discours, mais surtout à travers des actes. Les actes, c'est de parler aux jeunes qui viennent vers moi, c'est de donner sans compter à ces jeunes qui viennent vers moi. C'est ça ma manière, c'est ça pour moi ma stratégie pour contribuer. Et le jour où j'aurai le temps, j'ai plein d'écrits qui sont en souffrance que je devrais publier. Ça pourrait faire quelque chose, que ça soit de mon vivant ou après moi. Moi, je sais que j'ai écrit plein de choses qui peuvent vraiment servir. Et j'invite les Africains qui nous écoutent à écrire, à laisser des traces, à faire des émissions comme vous. Je ne sais pas moi, à faire des choses qui puissent atteindre leur cible. Parce que peut-être l'écriture ne va pas atteindre tous les jeunes. Mais en étant par exemple sur TikTok, ça peut atteindre pas mal de jeunes. En étant sur YouTube, ça a son persona aussi. Donc, démultipliez-vous, faites des choses, des actions qui puissent contribuer à ce que vous dites, le reformatage des mindsets. C'est important. Puisque vous avez parlé des enfants métis et que vous encouragez les parents à acheter des poupées qui ont des cheveux crépus. Quelle est votre position avec le métissage culturel, le métissage des enfants? Quelle est la position que vous donnez à un enfant métis? Il est noir ou il est blanc? Ça serait vraiment réductionniste de juste circonscrire le débat sur une question de couleur. Moi, je vais aller beaucoup plus loin. C'est qu'il y a un mot, un phénomène, moi je l'appelle un phénomène que les Blancs ont voulu et qu'on a vécu et qu'on est en train de vivre et qui a pas mal de côtés pervers qu'on n'avait pas du tout calculé. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est? Et qui nous a conduit aujourd'hui à tout ce que nous vivons, c'est la mondialisation. Ok. Ils ont créé la mondialisation sans les mesures d'accompagnement idoines qu'il fallait. Ce que je veux dire, la mondialisation a été, d'accord, ça veut dire que ouverture des frontières, liberté de circuler, de voyager, etc., etc. Les Africains, qu'on avait très peu préparés à cette nouvelle situation, se sont rués vers l'Europe croyant que c'était l'Eldorado. Résultat des courses, plus de métissage parce qu'on ne commande pas un cœur. Un cœur n'a pas de pile, n'a pas de télécommande. Un cœur, ça adhère ou ça adhère pas. Je vous vois, j'ai beaucoup d'affection pour vous. C'est comme une assurance. C'est aussi simple que ça. Vous allez me dire que oui, mais il y en a qui sont quand même télécommandés. Ça, c'est autre chose. Les gens qui font des enfants pour les papiers, tout le monde sait. C'est autre chose. On n'en parle pas, c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, on parle d'une manière générale du métissage. Il est inévitable. Ce qu'il faut voir, c'est le bon côté des choses et voir comment le positiver. Comment faire de sorte que le métis, l'enfant métis qui n'a pas demandé à être un enfant métis, puisse se sentir bien dans sa peau, savoir qui il est, pourquoi il est métis, etc., etc. C'est ça qui est plus important. Mais avoir une position par rapport à la couleur de l'enfant ou avoir une position par rapport aux origines de l'enfant, pour moi, à mon sens, n'a pas du tout d'importance. C'est comment aider cet enfant pour qu'il soit positif, pour qu'il soit quelqu'un dans sa société et pas quelqu'un de nuisible. Moi, c'est ça ma bataille. L'enfant est né, on ne peut pas la ravaler, on ne peut rien faire. Donc, comment l'aider à s'en sortir? C'est ça ma position pour le métissage. Il est inévitable. Vu que la femme africaine a appelé à être soumise, aujourd'hui vous avez une fille qui fait un enfant avec un blanc.
Quel est le conseil que vous donnez à votre fille? Laissez le papa donner l'éducation qui va avec, ou sinon imposer l'éducation sénégalaise? La meilleure éducation entre deux parents, elle est partagée. L'éducation d'un enfant est une responsabilité partagée qui s'incarne entre deux parents, entre deux conjoints. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait d'une manière isolée. C'est pas possible. Rien n'est plus embêtant, rien n'est plus perturbant pour un enfant que des parents qui lui imposent et qui se tiraillent sur le plan culturel. Ça perturbe un enfant. C'est pas du tout bien. Un enfant, on l'éduque de la manière la plus naturelle. Un enfant, on l'éduque, en tout cas si on veut qu'il s'épanouisse dans un foyer où les deux parents s'accordent sur beaucoup de choses. Je ne dis pas que l'un suive l'autre comme un mouton de Panurge, non, mais que les choses soient faites d'une manière concertée. Et quand vous me parlez de la femme soumise, ce mot me dérange. Ce mot me dérange, c'est comme un homme soumis, ça me dérange. Je n'ai pas besoin d'un homme soumis, mais je ne serai jamais une femme soumise. Ah bon? Non, je suis pour l'équilibre. C'est-à-dire, les gens, ils mélangent deux choses. Quand quelqu'un assume son rôle dans le foyer, ceux qui ne comprennent rien à rien ont tendance à dire que ah, mais il domine vraiment sa femme. Hein? Tous les jours, c'est sa femme qui fait à manger. Ce n'est pas une question de domination. Moi, je me verrais mal voir un homme qui prépare pour moi tous les jours. Par contre, je prendrais plaisir à finir mon travail et de trouver que mon mari a pu se débrouiller et faire quelque chose parce que je finis tard, il a déjà fait à manger. C'est de son propre gré. Je me verrais mal, moi, de venir et de trouver que mon mari de A à Z assume tout ce qu'il y a dans la maison. À quoi je sers? À rien. Je donne un très mauvais exemple à mes enfants. Donc, gérer un foyer est une concertation à tous les niveaux. Et si tel est le cas, il n'y a plus de femmes soumises ou d'hommes soumis. Moi, en tout cas, je ne suis pas une femme soumise. Je suis une femme libre et qui revendique sa liberté et sa condition de femme. Chacun a sa place. Quand vous parlez des religions, moi, la religion est un guide pour moi. Et je ne conscris pas ma vie sur ça. Ce que je veux dire, la religion, il faut la connaître ou ne pas la connaître. La religion ne dit à personne d'aller tuer Albert parce qu'il n'est pas musulman. La religion n'a jamais dit ça. La religion n'a jamais dit ne mange jamais quelque chose qui n'est pas halal. Non. Il faut aller beaucoup plus profond de la religion, au plus profond de la religion pour comprendre. Maintenant, les interprétations, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je prends comme toute chose ce qui est bon dans la religion, qui me permet de bien vivre avec toi, qui me permet de bien vivre avec l'autre, et j'en fais usage. Mais tout ce qui me permet, en tout cas que je pense, fera de toi mon ennemi, au nom de la religion, je l'élague. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'intéresse pas et je ne le ferai pas. C'est comme ça que moi, je pratique ma religion. À quel moment avez-vous commencé à utiliser les poupées? Là, je parle dans votre cadre privé. À quel moment avez-vous commencé à utiliser les poupées noires? Avez-vous commencé à utiliser les poupées noires sur vos enfants, vos filles? À quel moment véritablement vous avez commencé à utiliser? Et quel a été l'impact de ces poupées sur vos enfants? Je vous assure que du positif. Mes petits-enfants, que du positif. Ouais. Et comme je vous l'ai dit au début, moi, j'ai été choquée. J'ai été choquée et croyez-moi, je passe encore et encore des heures devant les différents, parce que les gens pensent que c'est un seul documentaire. C'est pas un seul documentaire. Les États-Unis en ont fait, l'Amérique en a fait, et la France en a fait. Le problème, c'est qu'il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir analyser pour comprendre le pourquoi du comment. Il faut savoir aller vers les gens qui ont la connaissance, qui ont la capacité d'analyser, pour qu'ils vous disent tout ce qui se cache derrière ces émissions-là. Ce n'est rien d'autre que du formatage. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, en tout cas moi à mon niveau,
aujourd'hui, les enfants qui sont proches de moi, si je dois faire un cadeau, ça ne sera rien d'autre qu'une poupée. Une poupée noire. Pas forcément noire, peut-être ça peut être une poupée marron clair, ça peut être une poupée avec des cheveux bouclés, parce que j'ai des cheveux bouclés, j'ai des cheveux crépus. Regardez, ça c'est des cheveux bouclés. C'est des cheveux bouclés parce que, comme vous l'avez dit, avec cette mondialisation-là, il y a trop de métissage. Ça, c'est des cheveux crépus, par exemple. Ça, c'est des cheveux crépus. Donc, en fonction de l'enfant que j'ai devant moi, moi, je lui offre une poupée. Je pense que c'est ma meilleure bataille à mener aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, mon rêve est de pouvoir moi-même produire mes poupées pour pouvoir offrir de petits prix que le plus bas, le portefeuille le plus démuni puisse s'en procurer. Aujourd'hui, c'est ça mon rêve. Ok. Pour ou contre le défrisage des cheveux, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des avantages? Tant que c'est pas mortel, ça va. Moi, je me suis défrisée toute ma vie, toute ma jeunesse, je dirais. Parce que, voilà, c'était la référence de beauté. D'où l'importance, une fois de plus, de déconstruire ces codes de beauté et d'implanter dès à présent, de poser les bonnes bases des vrais codes de beauté pour nos petits-enfants. Moi, je me suis toujours fait des défrisages à froid. Parce que c'est tout ce que j'avais. J'avais pas autre chose devant moi. J'avais que ça. Bonjour et bienvenue. Je suis en direct sur TikTok, mais ça n'a rien à voir avec vous. Allez-y, visitez. Moi, je me suis toujours défrisé les cheveux parce que j'avais que ça comme modèle de beauté. J'avais que ça comme référence de beauté. De fil en aiguille, repenser à l'histoire des 3 strates d'éducation d'une personne. À un moment donné, j'ai pu prendre les décisions moi-même, voir qui je suis, mieux le connaître, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai qui m'appartient et qu'est-ce que j'ai qui ne m'appartient pas. Et à partir de là, j'ai pu faire le bon choix. Mais une fois de plus, le bon choix pour moi. En plus, il faut toujours dire pour moi parce que c'est... vous êtes à près de 60 ans, vous devez conseiller. Aujourd'hui, la question est directe, pour ou contre le défrisage? En tout cas, je ne le conseillerais pas. Je ne condamne personne, mais je ne le conseille à personne. Si vous ne condamnez pas, vous ne pensez pas que votre combat est de moitié, parce que vous voulez valoriser les cheveux crépus, mais vous tolérez le défrisage. Je reviens toujours à mon idée de départ. Moi, ma bataille, elle est toujours concrète, si vous voulez. C'est quelque chose d'interactif. Ça ne sert à rien à la personne de dire à la personne, par exemple, ne bois pas de l'eau. Mais devant cela, la personne a besoin de boire, elle a soif et vous ne lui donnez pas, vous ne lui proposez pas de l'eau. Donc, vous ne l'empêcherez pas de boire sa bière parce qu'elle n'a que la bière entre ses mains. Mais si vous lui proposez une bouteille d'eau, c'est une manière de lui dire que la bière n'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est exactement ça que je suis en train de faire. À la fille métisse, je lui propose une poupée qui lui ressemble, qui est métisse. À la fille noire aux cheveux crépus, je propose à ses parents une poupée qui lui ressemble, bien habillée, bien coiffée, etc., qui incite vraiment, qui encourage l'enfant à aller vers cette poupée. C'est ça ma bataille concrète. Et ça, c'est ma réponse à moi. Mais ça ne sert à rien de dire à un parent, n'achetez pas des poupées blanches, n'achetez pas des poupées aux cheveux lisses, alors que tu n'as rien d'autre à leur proposer. Ça ne sert à rien. C'est une bataille perdue d'avance pour moi. Mais par contre, ce que je fais, moi, je trouve que je suis bien armée pour pouvoir affronter la réalité. Je sais pas moi, de conforter mon idéologie. Voilà. Puisque vous êtes intellectuel, je ne vais pas passer sans poser cette question. Les expériences et les reportages prouvent que la plupart des produits cosmétiques, surtout les défrisants, causent des problèmes, sont des éléments qui développent, ça joue au niveau des hormones féminines, et là ça affecte, ça cause des trucs comme les myomes, les fibromes et beaucoup d'autres choses. Vous,
En tant que femme, expérience de femme, qu'est-ce que vous pensez derrière ce type de reportage? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous ai dit tantôt que moi, je vous encourage. Communiquez, communiquez, communiquez comme vous le faites dans vos différents supports de communication pour atteindre la jeunesse. Je vous donne un exemple tout bête, tout banal. Vous dites à la personne, si vous faites du défrisant, si vous vous blanchissez la peau, vos hormones sont atteintes, vos ceci sont atteints, vos ceci sont abîmés. Et voilà. En tout cas, c'est des choses à proscrire de votre vie. Basta. La personne a sa liberté de savoir que ça y va, c'est une question de santé, c'est une question, je sais pas moi. Moi, je veux bien que amener les gens à réfléchir et ne pas être dans l'abrutisme. Ça ne sert absolument à rien. C'est encore encourager la soumission. Essayons de faire que les gens soient éclairés avant de pouvoir prendre des décisions. Essayons d'ouvrir les mindsets des gens. Essayons d'éduquer les mentalités plutôt que de s'imposer. Ça ne sert absolument à rien. Moi, dans ma vie, j'ai une logique et je ne veux pas démordre à ça. Je n'impose rien à personne, même la plus petite fille, ma plus petite fille. Non, je demande d'abord son avis et je lui explique. Trouvez les mots justes, les mots qu'il faut pour expliquer à vos petites filles, à vos filles, à vos femmes ce qu'il faut faire. Mais des fois, les femmes sont même beaucoup plus éclairées que vous, les hommes. Nous avons la meilleure parole que vous, une meilleure parole que vous, une parole plus éclairée. Donc, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de mindset. Et c'est ce qu'il faut faire pour déconstruire certaines croyances, tout simplement. Moi, je dirais à personne, ne te blanchis pas. Mais par contre, je leur montrerai les conséquences du blanchissement. Je leur montrerai les conséquences du défrisage. Je leur montrerai les conséquences d'autres et d'autres choses, les retentis sur leur vie. Comment ça peut enfreindre à certaines choses, comment ça peut se manifester sur leur santé, etc., etc. Maintenant, le reste, c'est à la personne de prendre la bonne décision. Moi, en tout cas, si tu me dis, là, c'est un puits, si tu avances un pied de plus, même si ça te rend beaucoup plus belle, ben, je ne vais pas, moi, aller vers cette pluie-là. J'opterai pour ne pas y aller et de rester en vie. C'est aussi simple que ça. Ok. Je le fais après. Si tu veux, tu m'attends. Tu attends, enlève juste le sac et tu peux t'asseoir. Ok, puisque je crois qu'on a déjà fait près d'une heure, je ne sais pas. Oui, peut-être de quelques minutes. Il manque juste quelques minutes, mais on a fait... Ok, on a fait près d'une heure. Je ne voulais pas qu'on dépasse assez, mais vous allez me donner à peu près le témoignage de vos clients, parce que forcément, il y a des témoignages, il y a des modifications de comportement de leurs enfants, il y a des gens qui vous ont dit ce que des enfants peut-être avaient comme comportement, et comment est-ce que les poupées affectent leur vie aujourd'hui. Si vous avez vraiment des témoignages des clients. Le plus beau retour, c'est même pas un retour en plus, c'est une contribution d'une cliente qui, durant un live, me disait que elle est montée, hein, elle a dit que sa fille lui disait « Ah, mais maman, c'est ça que je veux, c'est cette poupée-là que je veux. » Elle me dit, alors que je lui ai acheté une poupée blanche en magasin, elle ne voulait pas de la poupée. Elle voit votre live et elle dit « Ce sont ces poupées qu'elle veut. » Moi, c'est comme si j'avais gagné déjà la moitié de ma bataille. J'ai dit « Yes, voilà ce que je cherchais. » Quand un enfant entre ici, et croyez-moi, un enfant blanc, des enfants, occidentaux qui entrent dans la boutique et qui ne veulent pas partir sans une poupée, je dis que yes, voilà en tout cas une partie de mes objectifs qui est atteint. Ça fait largement plaisir. J'espère qu'on va revenir à vous pour d'autres échanges, surtout sur la confiance en soi. Pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup dans la sociologie, la psychologie, et puisqu'on a une vision de pouvoir impacter surtout les cerveaux de la femme africaine, vous avez une grosse expérience derrière. On va devoir se séparer sur les poupées aujourd'hui, mais avant de partir, vous devez passer un conseil aux mamans africaines, aux femmes africaines,
aux gens qui ne connaissent pas les poupées, l'importance et l'impact des poupées sur leurs enfants. En fait, l'enfant, c'est comme une pâte à modeler, Oui. de la pâte à modeler. C'est vous, les parents, qui en faites, en tout cas, la moitié de ce qu'ils seront demain. Oui. Semez la bonne graine pour pouvoir cueillir une belle récolte. Semer la bonne graine pour pouvoir recueillir, avoir une belle récolte. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. Oui. Mais c'est exactement ce que je dirais aux parents. J'en profiterai par rapport à la confiance en soi. L'idée de nos poupées, c'est justement de redonner confiance aux enfants. Les poupées sont trop derrière, hein, si on devait voir une dernière poupée avant de partir. Elles sont toutes derrière et je vous invite vivement à suivre notre live parce que juste après, j'attends peut-être, je prends une pause de 15-20 minutes et j'enchaîne sur ma nouvelle collection, la présentation de ma nouvelle collection de poupées. Semer la bonne graine pour avoir une bonne récolte. Et pour cela, moi, en tout cas, ma contribution, une de mes contributions, parce que je ne peux pas aller toquer à la porte de chaque parent, c'est de vous proposer déjà des poupées qui ressemblent à vos enfants, qui renforcent l'estime de soi et la confiance en soi, tout simplement. L'estime de soi commence déjà chez un enfant à lui offrir une poupée qui lui ressemble, des cheveux crépus ou des cheveux bouclés, une peau noire ou marron, ça dépend de comment est l'enfant. De lui donner aussi, comme je dis, un nom ou un surnom positif derrière lequel vous pourrez lui expliquer qui il est, etc., etc. Mettez une histoire, racontez la vérité à vos enfants, mais ça commence aussi par vos vies de couple. Et sur ce, c'est ça mon dernier mot. Tout dépend du foyer, tout part du foyer. Essayez d'arranger pas mal de choses dans vos vies de couple pour donner à vos enfants de bonnes bases. Et je vous remercie vraiment pour cette opportunité et je vous invite tous à nous suivre et tout à l'heure, je vous invite aussi à notre live. Merci beaucoup et revenez à tout moment. Merci Rikaya de nous avoir présenté notre Dakodol. Il n'y a pas de souci, on se sépare. Bon commerce à toi, bon combat. Et à tous ceux qui étaient en bas, merci d'avoir eu à tapoter. Vous allez vous abonner sur ma page YouTube, La Point Relance. Là-bas, je vais partager le live en refaire, retravailler pour que ça puisse apporter et puisse être partagé dans tout le monde entier. Ça marche. Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité. Ok.